Donc, c'est l'observation de M. Shadley, qui est âgé de 68 ans, qui est ancien agent administratif. C'est un ancien tabagique sevré depuis 30 ans, qui n'a pas d'antécédents pathologiques particuliers et qui nous consultait pour une symptomatologie remontant à 2 ans, faite d'une dyspnée d'effort et d'une toux sèche sans autres signes, particulièrement pas de signes généraux associés. À l'examen physique, il était eupnéique, il avait une saturation à 95%, des râles crépitants, l'auscultation pulmonaire, et le reste donc, de l'examen pleuropulmonaire et cardiovasculaire était sans anomalie, particulièrement pas d'hypocratisme digital. Alors voilà sa radiographie du thorax. On voit très bien un syndrome interstitiel bilatéral. Nous avons alors complété par un scanner thoracique. On va essayer de l'interpréter ensemble. Donc, on voit des réticulations avec un épaississement des septa. Et en descendant, il y aura le verre dépoli, les images en rayon de miel. Qui vont commencer à apparaître en sous-pleural. Avec des images de bronchectasie, par traction. Alors voilà des plaques qui vont résumer le scanner. On voit très bien la distorsion architecturale, scissurale, ici. Donc le gradient apico-basal aussi, l'existence de rayons de miel, de bronchectasie par traction. Je vous rappelle aussi cette atteinte au niveau des parties antérieures et supérieures. On voit du rayon de miel ici. Je ne sais pas si le pointeur il marche ou pas. Vous le voyez? Ah, oui. Pardon. Non. Le gradient apico-basal n'est pas évident. On a, oui, je ne sais pas ce que pense le radio, le docteur Hendanej, il y a des lésions au niveau du lobe supérieur et en antérieur. Est-ce que vous avez des commentaires, oui, docteur? Ça rappelle, je pense. Ça prédomine effectivement dans les régions antérieures, plus que ça les évoque régions postérieures et plus que les régions inférieures. Donc là, clairement, on n'est pas dans l'UP. Donc on est plutôt dans une origine secondaire. Clairement. Oui, je rappelle effectivement ce que vous avez dit le matin. Cette atteinte des parties antérieures et supérieures, ça rappelle, et c'est très évocateur, d'une cause sous-jacente à cette fibrose pulmonaire. Donc, je ne sais pas si Dr Neji est d'accord avec moi ou pas, nous sommes devant une fibrose pulmonaire de pattern UP. Donc, puisque on était presque convaincu qu'il y a une cause sous-jacente, particulièrement une connectivite sous-jacente, donc on a entamé ce bilan étiologique et on a repris l'interrogatoire de notre patient. On n'a pas retrouvé de notion d'exposition ni de prise médicamenteuse, mais le patient rapporte la notion de douleur articulaire de type inflammatoire, sont des douleurs à prédominance nocturne avec une raideur matinale au niveau des interphalangiennes, au niveau des mains et au niveau des poignets. Pas d'autres signes d'accompagnement, particulièrement pas de syndrome sec ni de signes digestifs. À l'examen, nous avons trouvé des douleurs à la palpation de ces articulations ainsi qu'un gonflement de ces articulations sans déformation articulaire ni de lésions cutanées associées. Nous avons réalisé devant ces arthralgies des radios des mains et aussi des pieds qui étaient sans anomalie. Le bilan biologique, il a mis en évidence un syndrome inflammatoire biologique avec une CRP à 52 et une VS à 115. Le reste du bilan était sans anomalie, particulièrement le taux de CPK qui était normal.
Alors, nous avons préconisé et nous avons réalisé un bilan immunologique. Et je commence par ma première question. Donc, quel bilan immunologique va-t-on proposer de première intention chez notre patient? On est à 17 réponses. Est-ce qu'on passe? 20. Donc, vous avez tous répondu, anticorps antinucléaires, facteurs rhumatoïdes et anti-CCP. En fait, on a vu ce patient avant la sortie de notre guide pratique. Donc, nous avons aussi réalisé les anticorps, les ANCA. C'est ce qui est recommandé par la SPLF. Et dans notre bilan immunologique, on a trouvé un facteur rhumatoïde qui est élevé à 5 fois la normale avec des anticorps anti-CCP aussi très élevés. Nous avons complété par une biopsie des glandes salivaires accessoires qui a révélé une sialédinite lymphocytaire chronique grade 2. Donc, quel est le diagnostic le plus probable parmi les suivants, d'après vous? Une FPI, une IPAF, une PID associée à une sclérose systémique, une PID associée à un syndrome de Gougerot-Sjogren ou une PID associée à une polyarthrite rhumatoïde. Oui, c'est l'APR. Ce n'est pas une FPI puisque ça reste un diagnostic d'élimination et notre patient, il a des critères cliniques et biologiques qui ne peuvent pas cadrer avec une FPI. Aussi pour l'IPAF qui est une PID avec des manifestations auto-immunes insuffisantes pour retenir le diagnostic d'une connectivite sous-jacente. Ce n'est pas le cas chez notre patient qui présente des données cliniques, biologiques et immunologiques évocatrices d'une connectivite particulière qui est la polyarthrite rhumatoïde ici. Et je vous rappelle que la pneumopathie infiltrante diffuse est la manifestation pulmonaire liée à l'APR la plus fréquente. Elle est le plus fréquemment de type PIC, donc de type UEP. Elle est fréquente, oui, et sa fréquence, elle peut atteindre les 60% si on se base sur, sur un dépistage scanographique systématique chez tous les patients ayant une polyarthrite rhumatoïde. Donc, elle est fréquente, mais aussi sévère puisqu'elle conditionne le pronostic de l'APR. Et puis, contrairement aux autres connectivites, la PID associée à l'APR est beaucoup plus fréquente chez l'homme d'un certain âge, l'homme âgé. Ces deux critères sont d'ailleurs représentent des facteurs de risque de survenue de la PID au cours de l'APR, associés au tabagisme, associés aux auto-anticorps positifs et à l'activité de la maladie. Je vous rappelle que notre patient, c'est un homme qui est âgé de 68 ans, qui est tabagique, qui a des auto-anticorps très élevés. Et donc, la PID aussi, elle peut être inaugurale et précède même le diagnostic de PR, comme c'est le cas chez notre patient. Pour les auto-anticorps, donc le facteur rhumatoïde et les anti-CCP, on sait tous que ce sont les principaux auto-anticorps présents dans l'APR. Ils sont habituellement présents dès les premiers signes de PR, des signes cliniques. Ils peuvent même précéder l'apparition de signes cliniques et l'apparition donc de signes radiologiques aussi. Ils ont aussi bien une valeur diagnostique que pronostique. Donc, on sait aussi que le facteur rhumatoïde, il n'est pas assez spécifique pour l'APR puisqu'il peut être présent dans d'autres pathologies inflammatoires, infectieuses et même chez les sujets sains, il peut être positif dans 10% des cas. Les anti-CCP sont plus spécifiques et leur spécificité, elle peut atteindre les 85 à 82%.
Ces auto-anticorps sont ainsi intégrés dans les critères diagnostiques de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, c'est le score ACR-EULAR pour la polyarthrite rhumatoïde. Ce score, il se base sur des critères cliniques, particulièrement les arthralgies, l'atteinte articulaire, donc des critères biologiques et des critères immunologiques. Et donc, pour un seuil de 6, si on a un score qui est supérieur ou égal à 6, on peut retenir le diagnostic de PR. C'est le cas de notre patient qui avait un score ACR à 10. Ceci nous a permis, bien sûr, après discussion avec nos collègues rhumatologues, de retenir le diagnostic de PID fibrosante secondaire à une polyarthrite rhumatoïde séropositive. Alors, nous avons évalué le retentissement de cette fibrose pulmonaire sur la fonction respiratoire. Nous avons fait un test de marche de 6 minutes qui était dans la limite de la normale, aussi la gazométrie. La spirométrie, elle était en faveur d'un déficit ventilatoire restrictif avec une capacité vitale forcée à 61% qui est réduite. Malheureusement, on ne dispose pas de plethysmographie. La DLCO aussi, elle était abaissée à 52%. Maintenant, la question suivante, quelle conduite thérapeutique préconisez-vous chez ce patient? Une corticothérapie, du méthotrexate, un anti-TNF, un antifibrosant ou tout simplement une surveillance? Réponses. J'avance. Ceux qui n'ont pas encore envoyé, on leur donne 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, c'est bon. D'accord. Donc, vous êtes tous d'accord qu'on doit prescrire une corticothérapie associée au méthotrexate. En effet, actuellement et jusqu'à ce jour, il n'y a pas de recommandations claires par rapport à la prise en charge thérapeutique d'une PID dans le cadre d'une PR. Et ceci est dû au fait qu'on ne dispose pas d'essais cliniques randomisés ayant comparé les différentes modalités thérapeutiques. Et donc, pour les autres connectivites en dehors de la sclérodermie, on doit commencer par un traitement spécifique de l'APR à base d'immunomodulateurs. Et puis, les antifibrosants peuvent être indiqués en second lieu en cas d'échec du traitement spécifique de la maladie et en cas de progression de la PID malgré ce traitement. Oui, c'est ce qu'on a préconisé, c'est une corticothérapie associée au méthotrexate, sauf que nos amis rhumato étaient un peu inquiets par rapport au méthotrexate puisque notre patient, il a une PID associée et donc ils nous ont posé les questions suivantes. Vous allez nous aider à répondre à ces questions. Est-ce que le méthotrexate peut se compliquer de pneumopathie d'hypersensibilité? Donc, est-ce que notre patient présente des facteurs de risque d'apparition de pneumopathie d'hypersensibilité? Est-ce que le méthotrexate augmente le risque de progression de la PID, le risque de mortalité et finalement, serait-il contre-indiqué chez notre patient?
C'est bon? On passe? C'est bon, je pense. D'accord. Donc, 79% ont répondu que oui, il peut se compliquer de PHS et que notre patient, il a des facteurs de risque de PHS, oui, effectivement. Donc, en se basant sur la littérature, oui, la pneumopathie d'hypersensibilité liée au méthotrexate, bien que rare, elle existe et elle survient souvent au cours de la première année de l'instauration du méthotrexate. Il existe certains facteurs qui vont augmenter le risque de survenue de cette PHS, à savoir les autoanticorps positifs, la PID préexistante, c'est le cas de notre patient, et aussi l'existence de pathologies cardiovasculaires associées. Concernant la toxicité chronique liée au méthotrexate, qui a été longuement évoquée, actuellement, les études, qu'est-ce qu'elles ont montré? Elles ont montré plutôt un effet bénéfique du méthotrexate en termes de prévention de PID chez les patients ayant une PR sans PID initialement, mais aussi des effets bénéfiques en termes d'amélioration de la survie, en termes de réduction de risque de progression et du risque d'exacerbation. Et je vous remercie pour votre attention. Donc, avant de clôturer, je ne sais pas si nos chers experts sont d'accord avec moi, il ne faut plus contre-indiquer le méthotrexate de principe chez un patient ayant une PR avec une PID. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Il y a beaucoup à dire maintenant, il y a de l'actualité. Très belle observation. Alors, donc si on met les choses dans leur contexte, on est dans le cadre d'une polyarthrite rhumatoïde et qui est en train d'être traitée avec une présentation scanographique qui évoque une UEP avec quelques caractéristiques qui laissent penser à l'éventualité d'une conjectivite. C'est la présence de lésions au niveau du lobe supérieur des rayons de miel et donc l'aspect du rayon de miel ce qu'on a appelé exubérant au cours de la matinée, donc qui nous fait penser pattern UEP et évoque une polyarthrite rhumatoïde. Maintenant, la grande discussion, on va l'ouvrir par rapport au traitement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres alternatives par rapport à cette attitude? On va lancer, je pense que oui. Est-ce qu'il y a d'autres éventualités ou des perspectives thérapeutiques pour cette patient? Oui. Alors, donc, voilà, maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Oui. Alors, pour la première question sur le méthotrexate, en fait, il y a deux grandes cohortes britanniques de suivi sur la première 25 ans et la deuxième 10 ans. Alors, la première dans les années 80 et la deuxième dans les années 2000, qui montrent que le groupe traité par méthotrexate au cours de la PR avait moins de PID que le groupe traité par autre chose. Comme quoi, traiter une PR, ça a un retentissement sur toute la maladie. Et le poumon en particulier. Donc, ça a innocenté le méthotrexate définitivement, je pense, comme grand pourvoyeur de PID. Alors, pour le traitement actuel, ce qui ressort, c'est que le méthotrexate, par contre, ne traite pas la PID de la PR. Même, il empêche sa survenue, mais si elle est installée, il ne va pas l'améliorer. Donc, il y a des essais, bon, c'est vrai que les grands essais sont en cours, mais il y a des petites séries qui montrent l'intérêt du MMF. Alors le MMF, il a été utilisé dans une série avec toute connectivite confondue. C'est pour ça que dans les recommandations ACR, il est sorti en première ligne et dans toutes les connectivites comme traitement de la PID des connectivites, parce que cet essai il y avait 30% de sclérodermie, je crois 20% de PR, et puis le reste, c'était les autres connectivites, et il y avait une efficacité, quel que soit le type de connectivite. Donc c'est pour ça que maintenant, dans les recommandations, il y a le MMF en recommandation de traitement des PID des connectivites. Après, dans la PR en elle-même, on a d'autres molécules qui ont donné des résultats sur des petites séries, c'est vrai. C'est l'anti-IL6, le rituximab, ou la Batacept. C'est trois biothérapies qui ont montré leur intérêt. Donc là, votre patient, vous pouvez dire, il est insuffisamment traité. Par contre, bien sûr, la progression, on est dans une UIP, on a un fort risque de progression, et je pense que dans l'avenir, les traitements vont changer en fonction des patterns, et peut-être introduction plus rapide des antifibroses. Oui. Donc la particularité ici,
c'est que autant le méthotrexate est innocenté par rapport à sa responsabilité dans l'apparition d'une pneumopathie interstitielle, notamment de type PHS, autant en termes d'efficacité, quand l'UUP est installée, ou la fibrose est là, et la place du MMF est largement au-dessus. Actuellement, il est préconisé en première ligne dans les atteintes interstitielles fibrosantes de l'APR dans le cadre des PID associés à l'APR. Deux autres questions vont se poser par rapport à la prise en charge thérapeutique. Ce qui est actuellement consensuel, on n'a pas besoin d'approfondir, c'est que quand cette fibrose va passer sur un mode progressif, c'est-à-dire, et elle a beaucoup de chance parce que le pattern, enfin beaucoup de risques, parce que le pattern c'est un pattern d'UEP, là on va dire, on a donné un traitement immunosuppresseur, et si ce traitement immunosuppresseur, malgré qu'il soit pris, la patiente progresse, c'est-à-dire présente 2 des 3 critères de la progression, c'est-à-dire soit clinique, soit fonctionnelle avec une chute de capacité vitale de 5% ou de la DLCO de 10%, soit scanographique, 2 des 3. Si elle progresse après un traitement immunosuppresseur bien mené, on va basculer dans la fibrose pulmonaire progressive et là, on peut penser à l'indication des antifibrosants.